Bonjour à tous, donc avec la preview et les pronos un peu sympas à faire pour cette UFC 253, donc le gros pay-per-view du mois de septembre. L'UFC fait un pay-per-view par mois, c'est souvent les plus gros shows quand même qu'il y a dans le mois. Avec une carte qui est assez sympa. La carte préliminaire, c'est un peu du niveau de ce qu'on a dans les UFC Fight Night, c'est pas ouf, mais il y a quelques matchs sympas avec des belles petites des prospects ou des petites choses à voir. Donc je pense qu'il y a quand même quelques combats à voir. Je vais parler de ces quelques combats-là rapidement. Et puis dans la carte principale, il y a, je dirais, trois combats vraiment intéressants. Un combat de gros prospects des flyweight, qui s'annonce spectaculaire, avec une opposition du style radical, et deux main events pour des titres. Le titre lightweight qui est vacant, mais peut-être pas complètement, je vais en parler, parce que Reyes, je trouve que il y a des choses à dire sur son combat contre John Jones, je vais en parler tout à l'heure. Et puis le main event qui est un des énormes combats, j'en parlerai en dernier, mais je peux déjà vous dire un truc, c'est que ces combats, on en a trois quatre par an, c'est des combats où on a deux mecs qui sont dans leur prime absolu, qui sont à fond, qui sont hyper impressionnants et qui s'affrontent au sommet de ce qu'ils sont capables de produire dans un énorme match avec beaucoup de personnalité, une espèce de rivalité, il y a quelque chose. Et on sait que l'aura d'un des deux combattants va être complètement détruite au profit de l'autre, dont l'aura va prendre une envergure encore plus grande. Donc il y a une légende qui va être créée dans ce combat, il y en a une autre qui va être un petit peu stoppée net. Et ça, c'est des combats comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Il y en aura un autre cette année, je pense, s'il se fait, parce qu'on ne sait jamais. C'est le combat entre Khabib et Gaethje qui devrait faire ça aussi. Mais voilà, il y en a trois quatre par an à chaque fois. Et en plus, ça s'annonce être palpitant comme combat. J'en parlerai en dernier, mais profitez. Là, le combat a lieu dans quelques heures. Profitez encore de ces quelques heures où on peut penser à Adesanya de cette façon-là. On peut penser pas à Romero, à Costa de cette façon-là. Parce que dans quelques heures, là, dans 24 heures, au moment où je vous parle, ça ne sera plus le cas. Donc voilà. Alors, je vais aller vite sur les cartes la carte préliminaire avec les quelques combats que je veux pointer. Je vais commencer par le combat entre Brad Riddle et Alex Da Silva. Euh, Ça s'annonce être un duel de strikers très très fun. Brad Riddle est un très très bon striker avec pas mal de puissance. Silva a tout intérêt à mon avis à ne pas striker, mais semble-t-il c'est sa préférence, donc ça s'annonce être sympa. Et même si la cote est pas terrible, je pense que Brad Riddle devrait gagner, ça semble relativement sûr. Donc la cote est à 1,34, je pense que ça peut valoir le coup de prendre cette cote et de la combiner avec une autre dont je vous parlerai plus tard. Voilà, si vous voulez parier, vous pouvez parier sur la MMA en passant par des brokers. Hein. Pour info, vous tapez cette histoire de broker pari en ligne ou bet en anglais brokers et vous trouverez facilement comment parier sur la MMA depuis la France. Mais en tout cas, voilà, Brad Riddle, Alex Da Silva, ça devrait être fun. Et pour profiter du fun à fond, parier sur un des deux combattants peut permettre d'être impliqué un peu plus. Donc c'est ce que je vais faire. Je détaille pas beaucoup plus. Brad Riddle, c'est un prospect intéressant chez les lightweight. On est chez les lightweight, je ne l'ai pas dit. Qui pourrait donner des combats vraiment sympas plus tard contre des mecs plus classés. Des mecs comme Dan Hooker par exemple ou quoi. Ça pourrait être vraiment donner des combats très très fun parce que c'est un striker vraiment vraiment sympa que vous pourriez découvrir ici. Donc je vous invite à aller voir ce match. Autre match qui vaut le coup d'aller voir rapidement, je vais vite au début, hein. C'est le combat de Diego Sanchez, méga légende Diego Sanchez, qui a une carrière avec plein de périodes. Il a commencé chez les middleweight, il a gagné l'Ultimate Fighter, The Ultimate Fighter, un tough 2, je crois, c'était la deuxième édition. C'est incroyable, ça remonte à tellement loin. Il était middleweight à l'époque, ensuite il a été un très bon welterweight, longtemps invaincu. Il a un petit peu coincé sur les sommets. Après, pareil, chez les lightweight, il a été très bon. Là aussi, il a coincé contre BJ Penn pour le titre. À l'époque, il a commencé à développer un peu ce personnage. Enfin, c'est pas un personnage, c'est lui, hein, de mec un peu fou. Quand il a affronté BJ Penn, c'est lui qui a commencé à venir en disant yes, yes, un peu comme ce qui a été repris par Daniel Bryan à la WWE. Donc il est un peu taré. Il a plein de combats mythiques où c'est complètement débridé. Ses combats contre Clay Guida, contre Caro Parisian, par exemple, sont cultes. Contre Gilbert Melendez aussi, c'est un de mes combats préférés de tous les temps. Et là, il est en bout de ligne, il a 38 ans, il galère un petit peu. Et il affronte un prospect tout à fait intéressant, Jake Matthews, un Australien ou Néo-Zélandais, je ne sais plus, qui a fait ses débuts en MMA à 18 ans. Il est arrivé à l'UFC à 20 ans. Il a déjà quand même quelque chose comme une dizaine de combats à l'UFC, avec fortune diverse. Il a des défaites, des victoires. Mais il a toujours montré qu'il était bon, Jake Matthews. Et c'est un gars qui est très complet. Il est très bon en jiu-jitsu, il a une ceinture noire, il peut être très bon au sol. Et debout, c'est un striker assez technique qui peut trouver le KO contre Diego Sanchez. Je pense que ce sera le cas. Ça sert à rien de parler sur Jake Matthews parce que sa cote elle est 1,17. Donc en gros, hein, juste pour info, la cote vous la multipliez par la mise. Donc même si vous me pariez 100 euros, vous pouvez gagner quoi 17 euros. Donc,
c'est pas très intéressant. Il faut pas parier 100 euros, je pense. Parce qu'on sait jamais, c'est du MMA. Mais peut-être parier sur une victoire de Matthews par KO. Ça paraît possible. Parce que Diego Sanchez, il a un peu le côté pas très technique debout, mais qui est agressif. Donc il peut s'en prendre une. Et je pense que Jake Matthews, il s'entraîne quand même. Non, il s'entraîne pas. J'allais dire, il s'entraîne à City Kickboxing, mais non, il s'entraîne pas à City Kickboxing. Donc, même s'il est australien, mais voilà. C'est un combat intéressant parce que c'est une légende contre un jeune. Ça peut être une sorte de passation de pouvoir, même si Matthews n'est pas du tout dans le registre de Diego Sanchez. Mais voilà, je pense que si Matthews battait Diego Sanchez de façon claire, Diego Sanchez lui donnerait un petit tour d'honneur et tout ça. Il est plus classé du tout, Diego Sanchez. Si c'était pas une star et une légende, il aurait rien à faire à l'UFC aujourd'hui. Il est plus du tout au niveau, je pense. Enfin, plus vraiment. Donc voilà, ça devrait être spectaculaire parce qu'avec Diego Sanchez, c'est quasi tout le temps très spectaculaire. Donc voilà, un match que je pense qu'il faut aller voir pour découvrir Jake Matthews et voir une fois de plus Diego Sanchez parce qu'on devrait plus le voir très longtemps encore à l'UFC. Autre combat intéressant dans la carte préliminaire, alors là c'est intéressant parce que vous pouvez faire tomber une bonne cote. C'est le match entre Ludovic Klein et Shane Young. Ludovic Klein est favori, c'est un Slovaque, gros prospect, 25 ans, sur une série de 7 victoires, mais en dehors de l'UFC. Alors que Young, il a déjà 3 matchs à l'UFC, une défaite contre Volkanovski et 2 victoires contre des mecs pas connus du tout. Mais, et il a 27 ans, donc c'est un peu moins un prospect, voilà, il a plus de défaites, tout ça, tout ça. Mais il s'entraîne, Shane Young, à City Kickboxing, lui pour le coup c'est sûr. Donc avec Volkanovski, avec Adesanya, avec Dan Hooker, donc avec des mecs hyper forts contre qui il peut s'entraîner, parce qu'on est chez les featherweight, donc Shane Young s'entraîne sûrement avec Volkanovski, et même Hooker j'imagine. Il est assez complet, il est difficile à... On ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'on sait c'est que c'est quelqu'un qui a un gros cardio, qui a un pressure fighter debout, donc il a tendance à travailler avec un rythme vraiment très très élevé. Et Klein, lui, c'est plutôt un gros striker avec un knockout power très important, notamment avec les kicks, que ce soit les leg kicks, middle kicks et surtout head kick. Et le truc, c'est qu'on sait que les combattants qui travaillent avec les kicks ont tendance à être en difficulté si on leur met la pression. Si on avance tout le temps sur eux, c'est compliqué. En plus, Klein a l'air d'être susceptible à prendre les takedowns, ce qui pourrait être la stratégie pour Shane Young, d'autant plus s'il voit qu'il est en difficulté debout. Et j'ajoute que Klein, le Slovaque, a manqué le poids de 4 pounds. Ça sera donc un combat qui sera officiellement en catchweight. Il a perdu une grosse somme sur sa bourse pour le match à cause de ce poids manqué. Ce qui est quand même un truc majeur parce que le mec fait ses débuts à l'UFC, donc c'est la première fois qu'il a une grosse paye et il perd une bonne partie de la paye à cause de ça. Donc il a dû se tuer pour absolument faire le poids et pas y arriver. Du coup, le côté pressure fighter pourrait avoir raison de Klein si le match devait durer au niveau cardio. Et je pense aussi que Shane Young affronte des suffisamment bons strikers à l'entraînement au quotidien à City Kickboxing pour réussir à tenir les premiers échanges qui vont peut-être être les plus compliqués pour lui. Donc je vois bien une victoire de Shane Young sur la durée. Et c'est pas du tout le favori du combat. Il a une cote à 2,10, donc vous pouvez faire tomber la bonne cote ici, la cote d'outsider. Donc je pronostique une victoire de Shane Young contre la majorité des pronos. Donc retenez ça, parce que si ça se passe, ça fera quand même plusieurs fois que je le fais. Donc j'essaie de lancer ma chaîne, je me vends un petit peu. Et dernier combat de la carte préliminaire sur lequel je pense qu'il y a moyen de faire un petit prono, c'est le combat entre Alexa Camur et William Knight. Alors il y a un combat poids lourd aussi qui s'annonce assez sympa, mais très difficile de le pronostiquer parce que l'un des deux est favori, mais ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu, donc on ne sait pas trop comment le retrouver, donc je ne parle pas de ce combat-là. Par contre, Camur contre William Knight, on est chez les light heavyweight, donc ça va taper très dur. Alexa Camur, c'est un jeune prospect de 26 ans qui s'entraîne depuis 3-4 ans avec Stipe Miocic. Donc il doit vraiment se parer avec Miocic, puisque lui étant light heavyweight et Miocic un heavyweight, ils doivent se parer ensemble. Il est très très bon, gros pouvoir de KO. Même chose pour William Knight, qui est un gros jambon, un noir américain avec un potentiel athlétique monstrueux. Les deux ont gagné tous leurs matchs quasiment par KO. Je crois qu'il y a une décision qui traîne dans tous leurs matchs à tous les deux. Alors c'est des jeunes, donc ils n'ont pas... Je crois qu'il y en a un qui a genre 10 combats et l'autre 8 combats, un truc dans le genre, donc bon bref. Camur est invaincu. Il est un peu freestyle, un peu wild dans sa façon de striker, donc il peut se surprendre. Mais il faudrait qu'il se fasse surprendre par un gars technique. C'est pas le cas de William Knight. Il n'y a pas trop l'équation amenée au sol qui devrait être en ligne de compte. Ça devrait être très très fun debout. Ça sent très fort le KO. Ou le finish suite à un knockdown, peut-être par soumission, qui sait. Par contre, je pense que le favori, clairement, c'est Camur. Il est donné favori à 1,63.
Je pense que vous pouvez miser sur une victoire de Camur par finish. KO ou soumission, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il peut faire un knockdown et finir par soumission, hein, c'est possible. Et là, la cote, elle est à 2,30. Et c'est ce que je vais parier personnellement. Donc voilà, un match qui s'annonce assez fun, avec un prospect quand même très jeune. Il a 26 ans, Camur. Le fait qu'il s'entraîne avec Miocic, je pense que ça peut le permettre de progresser quand même assez vite. C'est un Américain, mais il a des origines, je ne sais plus, serbes, il me semble. Donc contrairement à Miocic qui a des origines croates. La clé pour Camur, c'est est-ce qu'il va réussir à combattre et à attaquer de façon cadrée et pas trop folle, auquel cas il pourrait se faire surprendre. C'est le seul danger. Mais sinon, je pense qu'il aura la bonne approche et il gagnera contre William Knight. Donc, petite cote. Donc voilà. J'avance, on passe dans la carte principale. Je passe le match avec Dawoudou contre, je me rappelle même plus du nom de son adversaire. C'est Tourugov. Voilà, je l'ai retrouvé. Hop, donc celui-là, j'ai pas réussi à me. J'ai regardé des combats des deux, vite fait, il n'y a rien qui est ressorti, donc je passe sur ce combat. J'avance directement dans le match féminin, Ketlen Vieira contre Eubanks. Pour le coup, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour le match avec Brad Riddle, où je suis relativement sûr de qui va gagner, mais la cote est pas terrible. Ketlen Vieira est donnée favorite à 1,53, c'est pas mal. Je pense que ça vaut le coup de faire un combiné victoire de Vieira et victoire de Brad Riddle. Il y a un gros risque quand même, mais ça semble relativement sûr. Enfin, moi, je suis assez serein. Parce que Eubanks, elle prend le match en short notice. C'est pas une combattante hyper forte. Elle a pas de gros points forts. Elle est un peu limitée dans le brawl. Et dans son dernier combat, elle a utilisé le clinch et le takedown pour gagner contre Avila. Et ici, clairement, faut pas qu'elle aille au sol. Faut pas qu'elle fasse du clinch parce que Vieira est plus puissante, très très forte en grappling, que ce soit lutte ou jiu-jitsu. Elle est très bonne en ground and pound. Et comme j'ai dit, c'est une vraie bantamweight vraiment costaud, alors que Eubanks, pour moi, serait plus une flyweight. Donc, je m'attends à ce que Vieira réussisse à choper le clinch et à gagner, d'autant que, comme j'ai dit, Eubanks prend le match en short notice. Ça devait être Marion Renaud, je crois, qui devait affronter Vieira. Du coup, elle a eu un combat le 12 septembre. Donc, elle a dû faire le cut, faire le combat, qui n'a pas été facile. Et tout de suite, elle doit se remettre à l'entraînement pour revenir. Ça va être compliqué, je pense, au niveau cardio, si ça devait durer. Donc, c'est peut-être pas un combat qui s'annonce très spectaculaire. Mais ça peut créer une espèce de contender potentiel pour le futur en la personne de Ketlen Vieira. Donc c'est un combat qui me paraît relativement intéressant chez les femmes, mais surtout une bonne petite cote à faire tomber de 1,53. C'est pas énorme, mais encore une fois, si vous la combinez avec peut-être Brad Riddle ou plus risqué Shen Yang ou Alexa Camur, qui sait, vous pouvez ramasser de l'argent avec là, donc pourquoi pas cette victoire. On verra ce que ça va donner. Et puis on rentre avec les 3 derniers combats qui sont pour le coup très intéressants. Le premier dont je vais vous parler, c'est Kai Kara-France contre Brandon Royval. Un striker contre un brawler chez les flyweight. Striker, c'est Kai Kara-France et le grappler, c'est Royval. Royval a beaucoup de victoires par soumission récentes contre des adversaires quand même pas faciles. Kai Kara-France, il a un style de KO qui est extraordinaire, notamment pour les flyweight. Il a une puissance en striking pour un flyweight qui est absolument remarquable. Ça donnerait un title shot super intéressant s'il devait gagner contre Deiveson Figueiredo. Et je pense qu'il l'obtiendrait parce qu'il a le potentiel de star. Figueiredo ou Garbrandt d'ailleurs, hein, parce que Garbrandt peut battre Figueiredo dans le match qui est annoncé pour la ceinture flyweight. Mais c'est un combat qui est hyper difficile à prévoir. On ne sait pas ce qui va se passer parce que Kai Kara-France, c'est quelqu'un qui est très fort en striking, mais qui aime bien envoyer des techniques et freestyle. Il est assez spectaculaire et je pense qu'il peut se faire mettre au sol. Royval, c'est pas un mec qui met au sol de façon très facilement, mais il a toujours trouvé la solution pour aller au sol et il est très très bon en soumission. Et donc toute l'équation du match, c'est est-ce que Kara-France va faire attention aux amener au sol, et s'il arrive à garder le combat debout, il devrait gagner. Et est-ce que Royval va réussir à être bon en striking du fait de la menace d'amener au sol, qui va lui donner un petit avantage, un petit angle debout. Et surtout, s'il trouve le sol, il devrait pouvoir gagner là-bas. Et puis s'il est en difficulté, il peut très bien accepter le knockdown et aller au sol, qui serait un sanctuaire pour lui, ce qui lui permet de quand même avoir un petit avantage debout. Pour moi, c'est quasi du 50-50 ce match. C'est très dur à pronostiquer. Sauf que les bookmakers donnent Kara-France largement favori. Je l'attribue aussi au fait que Kara-France, il a vraiment une aura de star autour de lui. Royval n'est pas très connu et il n'a même pas de page Wikipédia. Et je pense que ça joue aussi dans l'approche des gens. Mais vraiment, c'est du 50-50. Donc moi, je pense que je vais me tenter une petite surprise. Je pense que je vais parier sur une victoire de Royval par soumission ou juste une victoire de Royval. Parce qu'il peut très bien gagner sans mettre la soumission, mais en dominant les amener au sol. Et par exemple, premier round compliqué, puis avec la fatigue, il trouve les amener au sol et il contrôle au sol.
sans trouver de soumission. Mais voilà, ça s'annonce, c'est un match intéressant, assez spectaculaire, et qui va révéler un contender chez les flyweight. Il y a d'autres contenders qui vont s'affronter bientôt, donc faut attendre un petit peu, mais voilà, c'est un vrai bon combat chez les flyweight, une catégorie qui manque un peu de stars, qui manque un peu de combattants qu'on connaît, qu'on a envie de suivre. Donc faut aller voir ce combat, absolument. Et potentiel de faire tomber une cote sympa, donc n'hésitez pas à la tenter comme moi. Et puis j'arrive sur les 2 derniers matchs, alors là je vais passer un peu plus de temps. Je commence par Dominic Reyes contre Jan Blachowicz pour le titre Light Heavyweight. Alors, je suis un peu navré de voir les gens qui sont pas très emballés par ce combat. La plupart des gens se disent ouais, c'est pas du gros combat chez Lightweight, c'est un peu triste, il n'y a pas une hype, etc. Certes, c'est pas des gars qui ont une grosse personnalité, mais moi ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est 2 mecs qui sont simples, qui sont sincères, qui sont normaux. Là, dans la conférence de presse, j'ai adoré le moment où Blachowicz a dit moi, il n'y a pas d'animosité, hein. On fait le combat, mais après, on peut aller boire une bière. Et Reyes qui dit ouais, pareil, exactement. Donc, je trouve ça cool, tu vois, de voir ces mecs qui sont cool, comme ça, qui sont détendus, qui sont. Voilà. Mais là où. Bon, ça ne crée pas de hype, mais ça ne détériore pas quoi que ce soit en ce qui me concerne. Mais là où je trouve que le combat est quand même intéressant, c'est qu'on a d'un côté la Cinderella Story, hein, l'histoire de Cendrillon pour Blachowicz, c'est-à-dire le mec on n'aurait jamais cru qu'il puisse être champion, qui va peut-être le devenir. Ça rappelle un peu ce qu'ont pu faire des Robbie Lawler ou des Michael Bisping. Ça serait un beau moment et vraiment quelque chose que je trouve marquant dans l'histoire de voir un gars comme ça qui est passé un peu par tous les stades. Parce que Blachowicz, il a été champion à KSW. Quand il est arrivé à l'UFC, il avait une petite hype. Et clairement, le niveau de l'UFC, ça a fait une marche au-dessus de ce qu'il connaissait chez Light Heavyweight à la KSW en Pologne, qui a été compliqué. Il a perdu 2 de ses premiers 6 matchs à l'UFC, donc c'était un peu compliqué pour lui. Donc du coup, bon, on se disait Blachowicz, voilà. Et puis finalement, après, il a gagné 7 de ses 8 combats suivants. Le seul qu'il a perdu, c'est contre Thiago Santos, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur light heavyweight aujourd'hui à l'UFC. Et c'était un combat qui était serré pendant 2 rounds, et puis il a pris un KO dans le troisième, donc c'était pas non plus un match où il s'est fait marcher dessus. Donc Blachowicz, en fait, sur ses 8 derniers combats, il a toujours été solide. Et il a mis quand même pas mal de KO, y compris contre des gars qui étaient dangereux, comme Corey Anderson, là, récemment. Donc, il est tout à fait capable de gagner contre tout le monde. Je veux dire, sur un match, il peut battre n'importe qui. Mais il n'est pas du tout favori ici. Donc, ça rajoute au côté Cinderella Story s'il gagne. Parce que déjà, du fait de son parcours, ça serait beau. Et du fait de sa cote de complet outsider ici, ça serait un des plus gros upsets de tous les temps, finalement. Donc, c'est vraiment intéressant à voir pour ce côté-là. Mais de l'autre côté, c'est tout à fait intéressant aussi, puisque Reyes, pour moi, c'est le vrai champion lightweight. Il aurait dû gagner contre John Jones. C'est pas un parti pris personnel. Il y a plein de trucs qui me font dire ça, notamment le fait qu'on peut le voir sur le très bon site UFC, pas UFC, MMA Decision. Il y a il y a 14 journalistes sur 21, donc 2 tiers exactement, qui auraient donné la victoire à Reyes. Il y a 77% des fans qui auraient donné la victoire à Reyes. Mais plus hallucinant encore, il y a un site qui s'appelle RoboJudge, où faut rentrer toutes les données du match. Donc qui avance, combien de coups envoyés, combien de coups significatifs touchés, machin, enfin bref, toutes les statistiques. Et ça les transpose à tous les précédents dans le MMA. Et ça donne le pourcentage de chances que l'un ou l'autre gagne. Et d'après ce site, Reyes aurait remporté à 86,3% le premier round, à 90,5% le deuxième round, à 94,3% le troisième round, et à 94,7% le match. 94,7%. C'est-à-dire que dans tous les précédents de l'histoire du MMA qui se sont déroulés au niveau statistique comme le Reyes John Jones, dans 94,7%, Reyes aurait dû gagner. C'est énorme. Et il a perdu, en plus de façon unanime, ce qui est très difficilement compréhensible. Les juges ne sont pas d'accord entre eux en plus dans quel round John Jones aurait gagné ou quoi. Donc pour moi, Reyes, c'est plus ou moins le champion des light heavyweight. Je pense qu'il aurait dû gagner et il aurait dû avoir un rematch que je pense John Jones aurait sûrement gagné parce que John Jones, dans les rematchs, je pense, aurait réajusté juste ce qu'il faut pour pouvoir gagner. Mais bref, du coup, si on imagine Reyes, le champion qui a battu John Jones, certes, d'une toute petite tête, mais quand même, ça change quand même le match. C'est-à-dire, on a Cinderella Story contre champion qui a détrôné John Jones. Et là, ça change quand même le crédit du match. Et c'est comme ça que je vois un peu le match personnellement. Et je trouve que du coup, il est vraiment intéressant. Pour le coup, au niveau striking, au niveau du déroulement du match, ça sent la poudre, ça sent le chaos. Et ça sent le chaos potentiellement rapide, plutôt pour Reyes. Reyes, c'est quelqu'un qui a un plus gros volume de frappe
euh, notamment de power strike. Reyes, en fait, c'est quelqu'un qui a un gros volume de frappe puissante. C'est pas un gars qui fait plein de coups comme ça, et puis de temps en temps, il y en a une grosse qui part. C'est vraiment un gars qui, quand il envoie, c'est vraiment beaucoup de power strike. Euh, Par contre, Jan Blachowicz a une meilleure défense, plus ou moins pour l'instant. Je parle sur ses derniers matchs. Hein. Je ne prends pas que Blachowicz en carrière. Euh, et Blachowicz tente plus de takedown, mais Reyes a une super défense d'amener au sol. Donc, pour moi, la seule clé pour Blachowicz, ça serait soit d'avoir un piège, c'est-à-dire de se dire, tiens, je vais lui faire croire à des low kicks et puis j'envoie un high kick ou une connerie, voilà, genre de piège. Mais ça va être dur à installer parce que je pense que ça va partir très fort. Soit de mélanger avec les takedowns et de prendre un petit ascendant tactique sur ça avec Reyes qui est obligé de surveiller les défenses d'amener au sol et en même temps le striking et tout ça. Sinon, Reyes devrait gagner. Donc je suis d'accord avec les bookmakers, je pense que Reyes est clairement favori. Je ne vais pas parier sur le match parce que je suis pour Blachowicz et je sens plutôt une victoire de Reyes. Donc j'aime pas trop parier contre le gars pour qui je suis. Mais je pense que ça va être un combat explosif, fun, et qui devrait soit avoir un beau moment Cinderella Story si c'est Blachowicz qui gagne, ou plus probablement un peu une confirmation de Reyes qui, pour moi, est quasiment invaincu. Parce que si je considère qu'il a battu John Jones, ben il est invaincu. Maintenant, Reyes, il a quand même été chahuté par Volkan Oezdemir, et c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, possiblement, ça peut être un match qui peut voir une très grosse surprise se dessiner. Donc, combat très intéressant, je trouve. Et je ne me risquerais pas à parier dessus malgré tout, parce que la cote pour Reyes n'est pas assez forte. Et puis enfin, le dernier match, alors là, c'est même pas un match intéressant, ça va être un combat légendaire, je pense. C'est-à-dire que quand on repensera à ce combat-là dans 10 ans, je pense qu'on se rappellera que c'était vraiment un match entre deux super combattants, strikers, mais dans des oppositions complètes, je vais en parler, qui se rencontrent au sommet. Je suppose que si vous regardez mes vidéos, vous avez dû regarder peut-être les vidéos de Dan Hardy sur le match, de La Sueur aussi, le podcast français sur ce combat. Je ne vais pas répéter en long, en large, tout ce qu'il y a à dire sur ce combat. Je vais quand même donner des choses et parler de choses qui n'ont pas été dites ou que j'ai pas entendues, mais que j'ai observées. La première, c'est que on dit tout le temps que Costa a un plus fort pouvoir de knockout. Il est plus puissant qu'Adesanya. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'aujourd'hui, Adesanya met knockdown à 6% de ses frappes. C'est-à-dire sur 100%, putain, j'ai du mal. Pour 100 frappes d'Adesanya, il y en a 6 qui vont mettre un knockdown, alors que pour 100 frappes de Costa, il y en a 4 qui vont mettre un knockdown. Donc, le pouvoir de KO, il est peut-être plutôt en faveur d'Adesanya. La grosse différence, c'est que Costa envoie beaucoup plus de volume de frappe que Adesanya. Et en fait, ce qui fait la différence, et c'est là que la différence elle est flagrante entre les deux, c'est que Costa, c'est un attaquant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un volume de frappe très impressionnant, avec un gros pouvoir de KO par rapport au volume, et un pourcentage de touche par rapport à l'ensemble de ses frappes envoyées qui est très impressionnant. Il touche à 59% de ses frappes, ce qui est un score absolument monstrueux. Adesanya est plus à 40%. Donc c'est énorme quand même le différentiel. Et là où c'est ouf pour Costa, c'est qu'il touche à 90% de ses tentatives de frappe au corps. Quand on voit la puissance qu'il met, ça c'est une grosse clé. Les frappes au corps, c'est sûrement la meilleure stratégie parce qu'Adesanya, il est très très mobile, très dur à toucher la tête, il bouge, il anticipe bien les angles par lesquels vont venir les frappes. Et je pense que Costa a tout intérêt à concentrer ses frappes au corps, parce qu'il a un bon pourcentage de réussite ici. Et le pourcentage de défense d'Adesanya qui est absolument hallucinant. 18% des frappes envoyées par l'adversaire seulement qui touchent. Et ça inclut les frappes significatives, enfin les frappes avec puissance et les petites frappes. Donc c'est vraiment le défenseur ultime, c'est ça la clé d'Adesanya. Adesanya, ce qui fait qu'il est fort en striking, c'est qu'il est très dur. Je veux insister, donc je fais des traits de partout. Il est très dur à toucher. L'autre truc dont je voulais parler dans ce combat, c'est que tout le monde voit Costa avancer comme un bourrin, comme il fait d'habitude. Mais il a fait ça d'habitude parce qu'il affrontait des gars contre qui c'était pertinent de le faire. Je pense à Hendricks, Uriah Hall et Yoel Romero, qui sont des gars qui se fatiguent vite et qui sont des power strikers plutôt. Uriah Hall, il l'a fait et Uriah Hall a longtemps essayé de jouer avec le jeu de jambes et le cadrage en jab, mais il n'a pas cessé de faire ça parce que c'était la bonne stratégie, parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait toucher et que ce sont des gars qui vont éventuellement soit craquer par les frappes qui vont être envoyées, ça c'est plutôt Uriah Hall, soit par le cardio, c'est plutôt Hendricks et Romero. Donc c'était pertinent de faire ça contre ces gars-là. Contre Adesanya, je pense que Costa est pas si con que ça, et qu'il se rend bien compte que faire le bourrin, c'est du suicide. Et je pense qu'il va pas avoir cette approche-là dans ce combat. Je pense qu'il va avancer, mais par à-coups.
Hein. De temps en temps, il va faire une espèce d'explosion d'énergie, un peu comme ce que peut faire Romero dans la plupart de ses combats. Là, le gros problème, c'est qu'Adesanya va pas avancer, donc ça peut être un combat qui va peut-être être plus chiant que prévu, mais du coup très tactique, donc ça va être prenant. Donc ça, c'est pas grave. En ce qui me concerne, moi, c'est pas grave, les matchs tactiques. D'autant que je pense pas que Costa va être aussi attentiste que Romero, je pense quand même qu'il va tenter des trucs, notamment dans les coups au corps, les combinaisons. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que ça a l'air de rien, mais dans le coin de Costa, je ne sais pas s'il sera avec lui dans le coin derrière la grille ou il a juste été là dans le camp d'entraînement, mais il y a Henry Cejudo. Et Henry Cejudo, c'est un gagnant, c'est un gars qui va toujours chercher la petite faille, le petit truc pour pouvoir gagner. Et je suis sûr qu'Henry Cejudo lui a dit, parce que c'est quand même un grappleur, Henry Cejudo, champion olympique de lutte, lui a dit, peut-être que ta clé pour gagner, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un combat de striking, mais un combat de MMA. C'est-à-dire que si tu mélanges avec les amener au sol, si tu essaies de presser contre la cage, si tu fais des striking à distance, des striking où tu arrives avec des explosions, si tu mélanges tout, là tu peux faire sortir un peu Adesanya de sa zone de confort et peut-être faire quelque chose. S'il s'engage dans un vrai duel de striker, il y a des grandes chances que Costa perde. Et je pense que la clé pour Costa dans ce match, ça va être de mélanger. Et il a déjà commencé à instiller, ça se dit ça, distiller plutôt, enfin, mettre des petites pièces là-dedans en parlant du fait qu'il va pas courir après Adesanya dans la cage. Il est venu avec sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et il a acheté une ceinture blanche à Adesanya, ça a beaucoup agacé Adesanya. Il a laissé penser que en jiu-jitsu, il pourrait battre Adesanya, ce qui sous-entend, je vais vouloir aller au sol, ce qui sous-entend qu'Adesanya va devoir penser aux amener au sol, ce qui fait qu'au niveau des ouvertures pour Costa, ça va peut-être être meilleur, et ce qui rend le match beaucoup plus intéressant tactiquement et beaucoup plus indécis, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à parier sur le match. Je vais quand même donner un avantage à Adesanya pour deux raisons. La première, c'est que il est très bon en défense d'amener au sol sans que ça ne perturbe son jeu de striking. Donc ça, c'est quand même intéressant à noter. On l'avait vu contre Derek Brunson. Et je pense que si ça dure dans le combat, Costa va avoir des problèmes de cardio, quelle que soit sa tactique. Je pense qu'il va mieux se gérer, donc il va tenir plus longtemps, peut-être plutôt 3 rounds que 2. Mais je pense que ça va être compliqué pour Costa de gagner des rounds de façon très nette, même dès le début. Or, à moins qu'il y aille comme un porc, auquel cas ça sera un mauvais calcul parce qu'il va se fatiguer plus vite. Et je pense que même s'il est déstabilisé par la tactique, déstabilisé par Costa, je pense qu'Adesanya a des ressources mentales et physiques qui peuvent lui permettre de remporter le match par KO ou quoi sur les derniers rounds. Ce que je sais et ce que j'annonce, c'est que ça va être un match génial. Soit on va avoir un KO rapide, un truc waouh et tout, soit ça va être un combat avec vraiment, ça va être dur, il y en a un qui va être dominé mais il va pas lâcher ou quoi, ça va être vraiment prenant. Il va peut-être avoir un gars qui va dominer au début puis l'autre et tout ça. Ça sent un match culte. Je pense que ça va être un match légendaire, vraiment. Je le dis, ça, je pense que ça va être un match légendaire. Et le perdant va voir son aura à moitié démolie et le gagnant va voir son aura prendre une dimension tout autre. Et quand on sait qu'il y a Khamzat Chimaev qui monte dans la division et qui est quand même très excitant, et que c'est une division avec beaucoup de strikers et beaucoup de match-up excitants, par exemple contre des Jared Cannonier, des Darren Till, des Hermansson, il y a des combattants vraiment intéressants, Nin Magny même, qui pourraient être cool. Et puis donc Khamzat, c'est un combat qui non seulement va être génial à voir là, va créer une star et va annoncer des match-ups super super excitants dans le futur, en ce qui me concerne. Donc voilà, à ne pas manquer, c'est énorme. Donc voilà, je m'arrête là. Je reparlerai sûrement de cet événement s'il y a des choses à dire, mais il y a des grandes chances que ce soit le cas. Et je ferai un point sur mes pronos. Je vous retrouve très bientôt avec mes vidéos sur les combats légendaires de l'histoire, donc certainement les combats à voir de 2001 qui devraient arriver. Je vais re-uploader les vidéos sur ces différentes années sur cette chaîne-ci très bientôt. Je ne peux pas faire un transfert, donc ce sera une re-upload. Donc il n'y aura pas les commentaires et les j'aime et tout ça des anciennes vidéos que j'avais publiées sur mon autre chaîne YouTube. Et puis aussi, j'en avais parlé déjà depuis quelques fois, une vidéo sur les plus gros prospects dans le MMA aujourd'hui, que je vais peut-être essayer d'enregistrer aujourd'hui, et je la publierai dans le courant de la semaine prochaine, on verra. Donc à très bientôt, j'attends vos réactions, vos pronos. Je sais que je fais la vidéo un peu tard, mais j'aime bien avoir les pesées, tous les événements, tous les éléments, pardon, j'ai un peu de mal, avant de faire mes pronos et tout ça. Donc je vous retrouve très bientôt, j'espère que ça vous aura intéressé et hypé pour ce super événement qu'est UFC 253. Donc à très bientôt, bye.